Selon les premiers témoignages recueillis par la brigade locale, les braqueurs seraient donc au nombre de 4 et auraient été aperçus à bord d'une voiture. Même si l'information reste à confirmer, les gendarmes ont déjà mis en place des moyens conséquents pour tenter d'interpeller les auteurs du vol à main armée. Donc là, il y a un plan épervier qui a été mis en place. Donc c'est tous les gendarmes de permanence du groupement de la Creuse vont partir à des postes stratégiques par rapport aux axes de fuite du véhicule. Dans ce genre de circonstances, le plan épervier est un atout de taille pour les enquêteurs. Mis en place par le commandant de groupement, ce dispositif exceptionnel va mobiliser tous les gendarmes du département. Des hommes qui vont surveiller chaque national, chaque départemental, à la recherche d'une voiture avec 4 personnes à son bord. Après une demi-heure de route, Francis et son collègue, Christian, arrivent sur les lieux du braquage en fin d'après-midi. Bonjour, salut. Un petit village de 1500 âmes, avec son église, ses 2 boulangeries et ce bureau de tabac qui a été pris pour cible. Dans cette bourgade sans histoire, la délinquance est un phénomène rarissime. Alors, face à l'agitation des gendarmes, les passants ont compris qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Ouais, mais c'est les infos qu'on a alors. Voilà, non, j'ai vu, on était plusieurs à la porte. Ouais. Si pour l'instant les gendarmes ne connaissent pas le montant du butin emporté par les voleurs, ils ont déjà plusieurs indices en leur possession grâce au témoignage de celle qui s'est retrouvée face au braqueur, l'employé du bar tabac. Choquée, la femme a été prise en charge par une équipe médicale et a quitté les lieux. C'est donc un officier de police judiciaire, Dominique, ici à droite, qui va faire le récit de l'agression. Il lui a dit la caisse. Et là, elle lui a répondu non, arrête, déconne pas. Arrête. Et là, il a pointé l'arme et il lui a dit je plaisante pas. Ouais. Donc là, elle a abdiqué et elle a obtempéré. Un braquage qui n'a pas eu lieu avec n'importe quel type d'arme. Selon les déclarations de l'employé, le malfaiteur aurait pointé sur elle un fusil de chasse. Donc un fusil, elle a vu les 2 canons. Un fusil en taille normale, il est? Bah apparemment, ouais. En fait, elle voit les 2 trous en face d'elle et c'est tout ce qu'elle voit, quoi. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir si le fusil était chargé. L'affaire est jugée sensible, car ici, dans la Creuse, les vols à main armée sont plutôt rares. Et dans ce village, le dernier en date remonte à plus d'1 an et demi. Si le braqueur semble avoir agi avec détermination, Francis espère bien trouver des indices dans le bureau de tabac, et notamment des empreintes. Ils ont touché quelque chose, non? Je sais pas. Non, apparemment, ils n'ont rien touché. Il a juste posé son sac sur le truc de la Française des Jeux, là. Et elle a mis les billets dedans, et il est parti, mais il était ganté aussi. Selon l'employé du tabac, le braqueur était ganté et cachait son visage derrière un foulard. Francis va donc devoir rechercher le moindre indice exploitable qui pourrait l'aider à identifier le voleur. Et vous allez voir que dans sa quête, le gendarme va bénéficier d'un sérieux coup de pouce du destin. Ce qu'il s'apprête à découvrir derrière, c'est 4 visages mystérieux et pour le moins surprenants. Car le braquage de ce bureau de tabac en pleine campagne est loin d'être une exception. Depuis quelques années, les actes de violence se multiplient un peu partout sur notre territoire et même dans les villages les plus reculés. Parfois, les faits recensés n'ont rien à envier aux grandes métropoles comme Marseille ou Paris. Ainsi, les cambriolages ont augmenté de 60% en 5 ans en zone rurale. Mais le plus inquiétant pour les forces de l'ordre, c'est la recrudescence des vols à main armée. Il braque la poste et s'enfuit à pied. Vol à main armée dans une boulangerie. Attaque à main armée dans un magasin de déstockage. Même les départements les moins peuplés, comme la Creuse, ne sont pas épargnés par le phénomène. À Guéret, les hommes de la brigade de recherche sont en charge des dossiers les plus délicats. Et dans cette affaire qui a secoué tout un village, la traque de Francis et ses collègues pour retrouver le braqueur du bureau de tabac va durer plusieurs jours. Entre surveillance sous tension... Maintenant, on est parti pour une longue période d'attente. Certainement ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être pas du tout, on verra bien. Perquisition déterminante. Calibre 16, 9 en tout, non?
Et le pilote, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, il y a une heure dedans, une heure. Et interpellations qui vont nécessiter l'usage de la force. Les gendarmes de la Creuse vont découvrir que derrière le gang des 4 se cachent en fait de bien curieux malfaiteurs, dont l'amitié semble avoir joué le rôle de déclencheur. Mais la trahison de l'un d'entre eux va peut-être conduire le reste de la bande derrière les barreaux. Mais pour l'heure, Francis n'est qu'au tout début de son enquête. Et s'il veut avoir une chance de remonter la trace des voleurs présumés, il doit chercher le moindre indice. Le gendarme va peut-être pouvoir compter sur un allié auquel il ne s'attendait pas, car sur l'un des murs du tabac, l'enquêteur vient de repérer cette petite caméra de vidéoprotection. En interrogeant la gérante du commerce qui vient d'arriver sur place, Francis va apprendre que les images ne sont pas stockées ici, mais transmises directement chez une société de sécurité extérieure. Le gendarme décide donc de prendre contact avec eux, car l'appareil a peut-être filmé le braqueur en pleine action. Vous avez moyen de regarder si des fois on voit le gars qui a braqué? Je leur demande de vérifier sur la vidéo, parce qu'il reçoit la vidéo 20 secondes après. Après quelques minutes d'attente, la réponse tombe. Ok, merci beaucoup. Mais pas celle que Francis espérait. Il y a une caméra, mais qui apparemment s'enclenche que quand l'alarme est mise en route, a priori. Pour que le système de vidéoprotection fonctionne, l'employé aurait dû déclencher l'alarme en appuyant sur un bouton, mais l'attaque a été si rapide qu'elle n'en a pas eu le temps. Du côté de la gérante, il est temps de faire les comptes, afin de connaître exactement le montant du butin emporté par les voleurs. « 1337,59 et les 2 cartouches. 1337 €, soit la recette de la journée. En plus de l'argent, le braqueur a aussi emporté 2 cartouches de cigarettes. Peut-être un indice de plus pour Francis. Alors, l'enquêteur prend le temps de noter la marque. Là, je pense que je me suis pas trompé, mais peut-être demain j'aurai les idées plus claires, mais je pense que c'est... Pas d'empreinte, ni d'image de vidéoprotection. Pour l'instant, le braqueur semble avoir de la chance. Mais peut-être pas pour très longtemps. Car ici, dans ce village paisible, tout le monde se connaît. Et le passage d'une voiture avec 4 inconnus à son bord a sans doute attiré les regards des habitants. Aux avantages des départements ruraux comme ça, c'est la proximité justement des commerçants et des habitants. Ça nous permet d'avoir des informations que dans certaines grandes villes, on ne pourrait pas forcément avoir. Francis compte sur cette proximité avec les habitants pour tenter d'obtenir de nouvelles informations sur les voleurs présumés. Sur la place du village, la nuit est déjà tombée. Mais une habitante va venir se présenter spontanément aux gendarmes, car elle aurait une information à leur livrer. Il y avait des jeunes qui traînaient, 4 jeunes qui traînaient partout. Cette habitante n'a pas assisté au braquage, mais elle aurait aperçu 4 personnes totalement inconnues dans le village, en train de rôder en voiture à proximité du tabac, moins d'1 heure avant les faits. Ils ont chauffé. Ils auraient repéré, le truc là. Ouais. Un comportement suspect qui a incité cette femme à noter la plaque d'immatriculation du véhicule. Et même si elle n'a pas été capable de dire aux enquêteurs à quoi ces 4 individus ressemblaient, pour Francis, cette nouvelle information est une piste sérieuse à exploiter. Alors, pour savoir à qui cette voiture appartient, le gendarme part aussitôt pour la brigade locale afin d'analyser la plaque d'immatriculation. L'enquêteur reste prudent quant à ce qu'il va découvrir, car souvent, lors des braquages, les malfaiteurs utilisent des voitures volées. Ouais, s'il te plaît. Une analyse qu'il va confier à Vanessa, une gendarme de 27 ans. Là, je passe la voiture au fichier d'immatriculation pour savoir à qui elle appartient. Ce fichier, le voici, le SIV. Dans cette base de données sont répertoriées toutes les voitures immatriculées en France. En quelques clics, Vanessa et Francis vont d'abord obtenir la marque et la couleur de la voiture suspecte. C'est une voiture qui correspond, puisque c'est une Clio, donc ça correspond à celle qui a été vue sur place. Mais ce qui intéresse plus particulièrement Francis, c'est l'identité du propriétaire de la voiture, surlignée ici, en rouge. Vraiment, le véhicule appartient à une société. Quel type de société?
On ne sait pas pour le moment, donc on va consulter les pages jaunes, hein, comme tout le monde peut faire. Hein. En consultant l'annuaire sur Internet, les gendarmes vont s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de société. Donc c'est un garage. Le garage fait également fait également la location de voitures. Francis est perplexe, car après une rapide vérification dans un autre fichier, l'enquêteur va découvrir que le véhicule n'a pas été déclaré volé. Avec ce nouveau résultat, le gendarme se demande si ces 4 jeunes aperçus dans une voiture ont bien quelque chose à voir avec le vol à main armée. Seul moyen d'en savoir plus, prendre rapidement contact avec ce garage qui loue des véhicules. Donc là maintenant, le but, ça va être de contacter le garage. Si les auteurs ont vraiment loué cette voiture et l'ont utilisée, ce serait surprenant, mais ça va être le garage qui va pouvoir nous le dire. Louer un véhicule pour commettre un vol à main armée, Francis ne croit pas vraiment à cette hypothèse. Mais pour l'heure, c'est l'unique piste dont les gendarmes disposent pour progresser dans cette affaire. Pour obtenir la réponse à cette question, Francis va devoir attendre le lendemain car il est déjà 22 h et le garage qui loue des voitures est fermé. En cette fin de journée, les idées se bousculent dans la tête de l'enquêteur. À demain, merci. Car après 3 heures de recherche intense, le plan épervier est élevé, sans succès. Le gendarme se demande donc où pourrait se cacher le braqueur, car ce qui l'inquiète, c'est le sang-froid avec lequel le malfaiteur aurait pointé son fusil de chasse sur la victime. Une maîtrise qui laisse penser à Francis que cet homme dangereux pourrait rapidement repasser à l'action. Le lendemain matin, nous retrouvons Francis à la brigade de recherche de Guéret. L'enquêteur a demandé à la première heure des informations concernant le véhicule aperçu moins d'1 heure avant le braquage. Et il les a déjà obtenus. Ces précieux renseignements lui ont été transmis par le propriétaire de la voiture, un garagiste qui fait également agence de location. Et en examinant avec minutie chaque document envoyé par le professionnel, le gendarme va s'apercevoir que la voiture a été louée en bonne et due forme avec tous les documents nécessaires. C'est intéressant car j'ai donc le contrat de location donc, sur lequel j'ai un nom, un prénom. Et là j'ai le permis de conduire, enfin la photocopie du permis de conduire de celui qui a loué la voiture. Sur la photocopie de ce permis, l'enquêteur découvre le visage juvénile d'un homme qui porte des lunettes. Par réflexe, le gendarme va passer le nom et le prénom de ce jeune garçon, que nous appellerons Grégoire, dans le TAJ, le fichier des antécédents judiciaires. Et le résultat va se montrer très instructif. Donc la date de naissance correspond à celle de son permis de conduire. Donc déjà c'est un gars qui est connu de la justice. Là il est connu pour un usage de stupéfiants. Désormais, Francis peut mettre un visage sur l'un des 4 occupants de la voiture aperçue dans le village peu de temps avant le braquage. Celui de Grégoire, le locataire de la voiture. Et en continuant d'inspecter les documents en sa possession, le gendarme va découvrir un deuxième nom, car ce ne serait pas Grégoire qui aurait fait le chèque de caution, mais quelqu'un d'autre. Alors l'enquêteur va maintenant vérifier si le titulaire du compte, dont le nom et l'adresse figurent sur le chèque, n'est pas lui aussi connu de la gendarmerie. Une recherche qui va s'avérer fructueuse, car l'enquêteur va découvrir le visage d'un autre jeune homme, que nous appellerons Pierre, un garçon d'une vingtaine d'années qui multiplie les infractions depuis l'adolescence. Alors là, donc là il est connu pour des destructions et des détériorations de biens, donc il y a véhicules. Mais aussi violence, usage de stupéfiants et port illégal d'armes blanches. Un casier impressionnant qui interpelle Francis. Il se demande s'il ne pourrait pas avoir face à lui l'auteur du braquage. Mais seules ses investigations futures pourront le déterminer. Donc le titulaire du contrat de location et le titulaire du chèque de caution devront au moins s'expliquer si ce n'est pas eux qui étaient donc savoir à qui ils ont pu prêter cette voiture pour savoir qui était dedans et qui a pu commettre le vol du bureau de tabac. Désormais, le gendarme se retrouve avec 2 suspects à interroger. Tout d'abord, Grégoire, ici à gauche, car c'est lui qui a loué la voiture aperçue par la témoin moins d'1 heure avant le braquage du tabac. Mais aussi Pierre, ici à droite,
car ce serait un de ces chèques qui aurait servi de caution pour récupérer le véhicule. À ce stade de l'enquête, Francis ne peut émettre que des hypothèses. Ces deux hommes ont-ils participé au vol à main armée ou se trouvaient-ils dans le village par le plus grand des hasards? C'est ce que Francis va maintenant chercher à découvrir. Et pour cela, il dispose d'un précieux indice, un numéro de portable laissé sur le contrat de location par Grégoire, l'homme qui a emprunté la voiture. Grâce à une simple réquisition auprès de l'opérateur téléphonique, le gendarme va ainsi pouvoir savoir où se trouvait le portable un peu avant et juste après le braquage. Donc là, le but de la téléphonie, c'est de savoir si le téléphone du locataire a déclenché hier sur la Creuse. Ça permettra d'apporter un peu plus d'éléments sur l'enquête. Pour obtenir sa réponse, Francis doit consulter la facture détaillée du téléphone. Dans les affaires de vol à main armée, les réquisitions sont traitées en urgence. Alors, moins de 5 minutes plus tard, le gendarme peut déjà entamer ses recherches. À chaque ligne correspond un appel, reçu ou passé sur le téléphone. Et cette colonne indique où le téléphone se trouvait à cet instant précis. Très vite, Francis va remarquer un détail troublant. J'ai un élément qui est très intéressant, puisque le locataire de la voiture, à 17h48, donc juste après le fait, d'accord, a déclenché le relais de... Pour la première fois dans son enquête, Francis vient d'obtenir un élément qui confirmerait son hypothèse, celle d'un braquage exécuté avec un véhicule de location. Car selon la facture détaillée, le portable de Grégoire se trouvait à quelques kilomètres du tabac, seulement 2 minutes après le vol à main armée. Une information qui vient confirmer les déclarations de la témoin, qui a indiqué aux enquêteurs avoir vu la voiture louée par Grégoire peu de temps avant le braquage. Désormais, pour les gendarmes, tout l'enjeu va être de déterminer qui se trouvait à bord de cette voiture. Car selon cette même témoin, il y avait 4 occupants à l'intérieur. Si Francis sait que Grégoire a loué la voiture et que probablement il la conduisait, il ne sait pas encore si Pierre, celui qui a fait le chèque de caution, s'y trouvait. Quant aux 2 autres passagers, pour l'instant, le mystère reste entier.